Le chef des combattants pour la liberté économique, EFF, parti de gauche radicale, a lors d'un rassemblement à Johannesburg confirmé qu'il tenterait d'évincer le maire de Port Elizabeth dont l'administration a été soutenue par EFF depuis les élections de 2016. Le maire de cette ville de la côte sud, Atoll Trollip, est membre de l'Alliance démocratique DA, principal parti d'opposition qui a gouverné Port Elizabeth ainsi que Johannesburg et Pretoria avec le soutien du parti EFF. Mais depuis la démission en février du président Jacob Zuma, qui a été longtemps la cible des critiques belliqueuses de Malema, le parti EFF s'en prend à l'Alliance démocratique, l'accusant d'être un parti raciste qui défend les intérêts des Blancs. Nous ne nous soucions pas des sentiments des Blancs, a-t-il lancé sous les applaudissements de la foule. Nous ne haïssons pas les Blancs, nous aimons simplement les Noirs, a-t-il ajouté. Malema a tenté de renouer avec le Congrès national africain ANC au pouvoir depuis l'accession à la tête du pays du nouveau président Cyril Ramaphosa qui a succédé à Jacob Zuma. Ramaphosa doit faire ce qu'il convient de faire. Cela nous est égal qu'il soit un milliardaire. Nous voulons qu'il fasse ce qu'il faut faire, a poursuivi Malema. Le Parti des combattants pour la liberté économique, fondé en 2013 par Malema lorsqu'il a été expulsé de l'ANC en même temps que plusieurs alliés, est le troisième parti pour ce qui concerne le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Dans son discours, le leader a salué la résolution de l'ANC pour une réforme de la Constitution afin d'autoriser la redistribution des terres agricoles détenues principalement par des Blancs au profit de la majorité noire. Nous n'écouterons aucun Britannique, nous n'écouterons pas le Parlement européen, nous n'écouterons pas l'ONU, nous écouterons le peuple d'Afrique du Sud, a lancé Malema, qui a défendu cette motion adoptée à une large majorité fin février par le Parlement. Il faisait allusion à une lettre envoyée mardi par la députée du parti britannique populiste UKIP au ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, appelant le gouvernement à se saisir de ce sujet de la redistribution des terres agricoles en Afrique du Sud. En visite au Caire, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a été accueilli par le président Abdel Fattah al-Sisi à l'aéroport international du Caire, où un tapis rouge a été déroulé au pied de son avion. Cet accueil, il faut le dire, reflète la relation étroite qui lie Riyad au Caire, qu'il considère comme une pierre angulaire de la stabilité régionale, notamment depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. En effet, les deux pays collaborent sur d'importants dossiers régionaux, comme la guerre au Yémen et le blocus du Qatar, et ce, dans le but notamment de contrer l'influence de l'Iran, grand rival de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu Mohammed Ben Salman au palais présidentiel en banlieue du Caire, où des rencontres entre des délégations des deux pays ont également eu lieu. Et les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales. Ils se sont également mis d'accord pour lancer de nouveaux projets conjoints, notamment dans le secteur des investissements touristiques autour de la mer Rouge. Arrivé au Caire moins de 3 semaines avant la réélection attendue d'Abdel Fattah al-Sisi, sans rival sérieux, Mohammed Ben Salman doit s'envoler mercredi pour la Grande-Bretagne avant de se rendre aux États-Unis dans le courant du mois. 15 personnes physiques et morales figurent parmi les prévenus dont le groupe italien Eni et son homologue anglo-néerlandais Shell. Sont également jugés l'actuel patron d'Eni, Claudio Del Calzi, son prédécesseur Paolo Scaroni, d'autres dirigeants et cadres des deux groupes, ainsi que l'ex-ministre nigérian du pétrole, Dan Etete. Mais aucun d'eux n'était présent lundi. Le dossier a été transféré à la 7e section pénale avec un début de procès prévu le 14 mai. Le président de la Chambre a expliqué cette décision par une surcharge de travail de la 10e section pénale et aussi pour éviter des délais trop longs. En effet, la justice soupçonne le versement de pots de vin lors de l'attribution en 2011 pour 1,1 milliard d'euros d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245. Eni et Shell ont conclu la transaction avec le gouvernement sans l'implication d'intermédiaires. Les deux interpellés contestent fermement toute corruption. L'accord passé avec le gouvernement nigérian visait à mettre fin à des années de contentieux autour de ce bloc entre Shell et la compagnie Malabu
appartenant à Dan Etete. L'ancien ministre du pétrole sous le régime du dictateur Sani Abacha s'était attribué ce bloc en 1998 en la vendant à une société qu'il détenait secrètement. La licence avait été ensuite révoquée par le gouvernement puis cédée à Shell, puis de nouveau à Malabou, donnant lieu à un important litige. Quelques 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir parmi 16 candidats, dont 2 femmes, le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne peut plus se représenter après 10 ans de pouvoir. Ils devront également élire les 132 députés du Parlement. Pour cette 4e présidentielle, depuis la fin de la guerre civile, la victoire devrait à nouveau se jouer entre les 2 partis qui dominent traditionnellement la vie politique. Le Congrès de tout le peuple, APC, actuellement au pouvoir, a désigné comme candidat l'ancien ministre des Affaires étrangères Samoura Kamara, un économiste de 66 ans qui gravite dans les coulisses du pouvoir depuis les années 1990, y compris quand le pays était dirigé par des juntes militaires. Le Parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, a pour sa part choisi Julius Maada Bio, 53 ans, déjà candidat en 2012. Ce militaire de formation avait déjà pris le pouvoir en janvier 1996 en évinçant le chef de la junte, le capitaine Valentin Strasser, avant de le céder 3 mois plus tard, après avoir établi le multipartisme. Do No Harm, c'est le nom d'un nouveau mouvement apolitique prônant la paix que la société civile togolaise va enregistrer d'ici peu. Les initiateurs viennent de lancer la mobilisation autour du projet. Un collectif des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale qui a mis sur pied ce concept, donc ce projet de Do No Harm ou agir pour bâtir la cité dans la paix. Les objectifs qu'on a poursuivis aujourd'hui, c'est de lancer ce mouvement. Do No Harm, littéralement, si on le traduit de l'anglais, c'est ne pas nuire à autrui. Et nous avons lancé ce concept aujourd'hui devant 300 membres qui sont des associations venant des syndicats, venant aussi des taxis-motos, venant aussi des artistes, venant aussi des universitaires, des médias. Et nous avons mis ça pour pouvoir vous dire que désormais, au Togo, nous allons lancer ce mouvement-là, Do No Harm, pour apprendre nos concitoyens à ne pas nuire à autrui dans leur acte quotidien. Le projet Do No Harm, selon les initiateurs, s'installe dans toutes les contrées du Togo pour l'atteinte de ces objectifs. Nous allons tenir compte de toutes les suggestions qui ont été faites dans la salle, donc dans un premier temps, pour réajuster le projet. Donc ensuite, nous devons passer aux phases régionales. Donc parce que maintenant, nous devons aller au niveau de chaque région, donc pour pouvoir implanter le projet. Un mouvement qui prône la culture de la paix et celle du développement au Togo dans le contexte actuel où le pays traverse une crise pour laquelle un dialogue de sortie est en cours, doit normalement recevoir l'adhésion de tout le peuple selon les responsables du projet. Les experts en logistique de l'organisation People That Deliver sont en réunion avec ceux du Bénin pour 3 jours. Au centre de la rencontre, la professionnalisation de la fonction logistique au Bénin. Il s'agit d'un outil performant, transversal, indispensable au développement. De façon spécifique, 3 objectifs majeurs sont inscrits à l'agenda de la tenue du présent conseil d'administration. Faire avancer l'agenda de la création du corps de métier de logisticien au Bénin et dans la sous-région, intégrer le ministère de la Santé au conseil d'administration de PTD, lancer les fonds baptismaux de la création de la fédération régionale des associations professionnelles des logisticiens. La présente rencontre offre une nouvelle opportunité de partage et d'enrichissement sur la gestion efficiente des chaînes d'approvisionnement des produits de santé en général et des mécanismes durables pour renforcer la gestion de la performance du capital humain de la chaîne logistique en particulier. Qu'il me soit permis de rappeler qu'au Bénin et dans la plupart des pays du monde, le budget d'acquisition des produits de santé et du renforcement du système d'approvisionnement occupe une place importante au niveau des dépenses de santé. Mais pour que le système d'approvisionnement en produits de santé contribue efficacement au renforcement global du système sanitaire et à l'amélioration des soins de santé, il faut qu'à côté des pharmaciens,
Les professionnels de la logistique apportent leur savoir-faire pour rendre le médicament disponible partout et au bon moment. La logistique est un outil utile, voire incontournable, dans tout domaine pour un développement assuré. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement et le transport sont concernés. Makeni, la ville natale toute proche du président sierra-léonais sortant Ernest Bai Koroma, est pourtant pavoisée des affiches des candidats au scrutin présidentiel, législatif et communal. C'est d'ailleurs à Makeni que Samoura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, a achevé lundi soir sa campagne électorale. Mais les orpailleurs de cette zone comptent d'ailleurs sur leurs propres forces pour améliorer leur sort. Je n'ai pas d'argent. J'ai des enfants que j'élève seul depuis le décès de mon mari à cause d'Ebola. Il n'y a pas d'autre travail. Avant, j'étais étudiant. Mais comme je manquais d'argent, je me suis décidé à commencer à chercher de l'or. C'est difficile, très difficile. Nous travaillons dur et nous souffrons beaucoup. Avant, il y avait plus de 500 personnes ici. Elles viennent ici car elles n'ont pas de travail. Donc, dans cette élection, ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois. Ces orpailleurs artisanaux, opérant sans permis et dont le nombre est estimé en milliers, selon les autorités, ramassent des dépôts d'or ou de diamants dans le lit du fleuve, ainsi que du sable utilisé dans la fabrication du ciment. À Tombouctou, depuis près de 3 ans, des hélicoptères salvadoriens appuient les opérations des casques bleus déployés dans la région. Sandra Hernandez est l'unique pilote femme du contingent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'amour de l'aviation, parce que mon père est pilote d'avion aussi. Et mes 2 grands frères sont aussi pilotes, l'un d'avion, l'autre d'hélicoptère. Je me suis toujours sentie très fière d'eux. Chargée notamment d'effectuer des missions de reconnaissance ou d'escorter des opérations terrestres, l'unité aérienne salvadorienne est également destinée à la protection des civils. Nous sommes préparés et avons un temps de réaction limité de 7 minutes, en l'espace duquel nous pouvons fournir la sécurité et effectuer une démonstration de force contre les groupes armés qui attaqueraient les populations civiles. Pour le colonel Léon Gomez, commandant de l'unité, la présence d'une femme au sein de l'escadron est un véritable atout humain lors des échanges avec la population locale. Je suis vraiment très fier de la compter parmi nous ici, au sein de l'équipe. Elle donne un bon état d'esprit à cette mission parmi les hommes. Et sa présence améliore aussi notre contact avec la population, qui voit une femme pilote travailler et interagir avec les gens et les femmes du Mali. C'est un vrai plus pour notre mission en hélicoptère. Avec ses 16 années d'expérience comme pilote de combat, Sandra Hernandez fait figure de modèle pour les plus jeunes recrues du contingent. Les plus jeunes ont beaucoup à apprendre d'elle. C'est une personne très professionnelle qui accomplit son travail avec beaucoup d'application. Et nous avons grand intérêt à prendre exemple sur elle. Très fière de servir dans la première unité du Salvador à être déployée dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, Sandra Hernandez confie que le plus difficile pour elle reste de passer plusieurs mois loin de sa fille de 8 ans.